Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par la FAPE. Nous l'organisons avec Caroline Mignalet, qui est la dirigeante de Averroès e-learning, qui répondra à toutes vos questions après une présentation de 3 parties. En fait, Caroline, rapidement, je vous la présente. Elle est diplômée de l'EDEC, elle est agrégée d'économie et docteur en sciences de gestion. Elle a enseigné pendant plus de 15 ans dans des établissements à la fois en France et à l'étranger. Elle a cofondé Averroès e-learning en 2016 et bon, ça marche bien Averroès puisque vous êtes la première structure d'accompagnement dédiée aux élèves des lycées français à l'étranger. Donc ce webinaire, nous l'avons intitulé « Décrypter réforme et orientation ». On sait que c'est une question extrêmement prégnante, compliqué pour les élèves et pour les familles. Il va être organisé donc autour de 3 axes. D'abord le bac en 2022, les choix des spécialités, c'est compliqué, et l'orientation post-bac en France et à l'étranger. Donc 3 axes. Nous vous invitons à poser pendant la présentation de chacun des axes vos questions dans le chat que nous reprendrons Catherine Babillon et moi-même et auxquelles Caroline répondra. Alors, je vous présente également ma partenaire, Catherine Babillon, qui est en fait administratrice de la FAPE et parents d'élèves au lycée français de Bruxelles. Voilà. Donc, Caroline. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous. Donc, alors, je vais commencer par m'excuser, c'est pas terrible, mais je suis en fin d'extinction de voix, donc j'espère que ça va être clair et donc voilà, que ça va pas trop vous déranger. Effectivement, nous avons été sollicités donc pour organiser ce webinaire que nous avons souhaité le plus proche possible en fait des questionnements qu'Isabelle et Catherine avaient soulevés et qui préoccupaient les parents aujourd'hui. Donc 3 temps, à la fin de chaque période, on prendra des questions. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Je peux aussi sécher et donc et chercher et revenir vers vous ultérieurement. Voilà. Donc, on va commencer par un peu ce qui se passe sur le bac pour cette année, à partir de cette année. Donc, je partage avec vous un document. Ce document, il sera bien sûr accessible à la suite du webinaire. En fait, on vous enverra le PowerPoint si vous le souhaitez. Hop, voilà. Ce qui vous permettra de reprendre certains des points qui ont été vus. Alors, où en est-nous? En fait, après 2 ans de réformes, de pandémie, etc., il nous a semblé important de quand même rapidement faire le point sur où on en est et où en sont les enfants, où on en est au lycée. Donc, la réforme qui a été mise en œuvre en 2019 et qui a été quand même travaillée pendant des années auparavant, c'était une réforme, il ne faut pas l'oublier, qui était très ambitieuse, à la fois dans les contenus et les exigences vis-à-vis des élèves et de la communauté éducative au sens large. Pourquoi, en fait, de telles ambitions et une telle montée d'exigences? D'abord parce que, on le sait bien, en fait, dans le réseau à l'international, il y a de plus en plus de pression internationale de la part des autres systèmes scolaires, à la fois dans le système secondaire, mais aussi et surtout dans le supérieur. La deuxième raison, c'est qu'en fait, les élèves avaient des taux d'échec très, très élevés dans le supérieur, qui faisait que, du coup, on pouvait questionner quand même le bien fondé de certaines filières, de certaines manières de travailler. Les apprentissages fondamentaux, donc, qui sont évalués au travers des différentes évaluations nationales, les études PISA qui sont faites par l'OCDE, etc. Des apprentissages fondamentaux qui étaient finalement mal acquis au collège, et globalement des difficultés dans les disciplines scientifiques de manière générale pour nos élèves issus du baccalauréat français.
et donc des diplômes qui étaient un petit peu dévalorisés. Donc ça, c'est un peu la genèse de la réforme telle qu'elle a été voulue en 2019. Bon, cette réforme, évidemment, elle a tout de suite été confrontée à une première année Covid, et donc pas réellement de mise en œuvre, pas d'examen, puis une deuxième année Covid avec des scolarités perturbées, des examens faits en partie, pour beaucoup pas faits du tout, puisque finalement les premiers examens depuis la mise en œuvre de cette réforme ont été les examens du mois de juin de l'année dernière, avec le bac de français, écrit et oral, le bac de philo dans son organisation un petit peu particulière, le grand oral et le brevet des collèges. Et encore, pas partout, puisqu'il y a des pays qui n'ont pas pu organiser certains examens. Je pense par exemple au Vietnam, il n'y a pas eu de brevet des collèges. Le brevet des collèges est décalé à l'année prochaine. Donc, bon, tout ce que ça implique. Donc, en fait, ça, c'est un peu le contexte qui ont fait que du coup, en cette rentrée 2021, donc ça a eu lieu en juillet, il y a eu de nouveau une petite réforme. Alors, on ne l'a pas appelée réforme, ça a été plutôt une révision de la mise en œuvre et des modalités d'obtention du baccalauréat. C'est-à-dire, on le verra tout à l'heure, tout ne change pas, des choses qui restent, mais quand même, dans l'organisation et dans la mise en œuvre, il y a pas mal de modifications. Ce qui ne change pas et qui est renforcé par les 2 années de pandémie, c'est un baccalauréat qui, au lieu d'être obtenu avec des examens finaux, comme nous, en tant que parents d'élèves, on a pu connaître, ou comme tous nos enfants avant 2020, avant 2019 ont pu connaître. Aujourd'hui, on est sur un système d'obtention du baccalauréat qui est un système hybride qui s'appuie pour 40% sur le contrôle continu, c'est-à-dire les notes obtenues en classe, et 60% sur des épreuves terminales. Ça, c'est au niveau du global. Ça, c'est quand même la grosse modification. En ce qui concerne les aménagements mis en œuvre en juillet, qu'est-ce qui ne change pas? Ce qui ne change pas, c'est qu'on reste sur le principe, et en France, et l'éducation nationale, avec laquelle je n'ai absolument rien à voir, mais y est particulièrement attachée, c'est une seconde générale, c'est-à-dire véritablement un socle commun de connaissances qui va en France jusqu'à la fin de la seconde. Une seconde générale, et puis avec ensuite des spécialisations. Donc, un choix de spécialité pour la classe de première et la classe de terminale, qui va permettre des parcours plus individualisés et un peu plus libres que les séries qui préexistaient. L, E, S, etc. Les élèves vont pouvoir panacher, et ils le font, ça les statistiques montrent que les élèves le font, ils se sont emparés de cette réforme, et on a effectivement des élèves qui vont faire SVT, sciences économiques et sociales, et langue et culture anglaise, par exemple. Donc ça fonctionne. Ce qui ne change pas, c'est qu'avec ce système de hybride de contrôle continu et examens terminaux, on est passé à un baccalauréat qui se joue finalement et qui se construit sur 2 années. C'est-à-dire que les élèves, on le leur dit au lycée, nous on le leur dit quand on les voit, mais leur bac commence le premier jour de leur classe de première. Tout ce qu'ils vont faire entre le début de leur classe de première et la fin de leur terminale compte, comme ils disent. Plus ou moins, bien évidemment, mais tout compte. Donc ça veut dire que c'est quand même un peu plus une course de fond que ce que pouvaient connaître les générations les cohortes précédentes. Ce qui ne change pas non plus, c'est qu'on est passé sur un système qui est finalement assez lisible, qui permet une comparabilité à l'international, qui est un système de coefficients sur 100. Donc exprimé en pourcentage, ça a au moins l'avantage d'être clair. Les modifications qui sont apportées par la révision de cette année. Et là, donc, je fais juste en préambule, ce que je vais présenter maintenant concerne principalement tous les élèves qui
qui sont soit en première cette année, soit en seconde et qui seront en première l'année prochaine. Et donc, ils vont avoir le plein déploiement de cette réforme. On verra à la fin de cette première partie ce qui se passe en phase de transition pour les élèves qui rentrent en terminale cette année, enfin qui sont rentrés en terminale cette année. Donc, de manière générale, les enseignements communs, donc qui dit enseignement commun, dit tronc commun, histoire-géographie, langue vivante A, langue vivante B, éducation civique, enfin éducation à la citoyenneté, sport dans une certaine mesure. Les enseignements communs sont évalués uniquement en contrôle continu. Ça veut dire uniquement dans le cadre des notes du lycée, en première et en terminale. Le français, écrit oral, les spécialités de terminale, la philosophie, le grand oral, sont évalués uniquement en épreuve terminale, soit en fin de première, soit en mars de terminale, soit en fin de terminale. En gros, les 3 temps au moment desquels on va avoir des épreuves terminales. Troisième grande modification, les options. Donc, au-delà des spécialités qui sont un peu, une spécialité, c'est l'équivalent d'une majeure, c'est-à-dire, voilà, dans le jargon anglo-saxon, on va dire c'est des majeures. Les spécialités sont donc des matières à très fort coefficient, mais à cela s'ajoutent des options que peuvent suivre les élèves, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité ou non de les suivre. Ces options, dans le cadre de la révision de juin 2021, ont été revalorisées puisqu'elles avaient été quasiment supprimées, enfin leur poids avait été tellement diminué dans le cadre de la réforme qu'au final, les élèves ne choisissaient plus d'options. Alors du coup, comment ça se traduit quand on regarde finalement ce qui se passe pour un élève? La colonne blanche de droite, bac 100 points, c'est finalement sa note de bac. Donc sur 100 et qu'ensuite on remettra sur 20. Contrôle continu, vous voyez donc que vous avez histoire-géographie, langue vivante A et B, enseignement scientifique, éducation physique et sportive, enseignement moral et la spécialité de première qui est abandonnée en fin de première, qui n'est donc pas poursuivie en terminale. Et vous voyez que pour chacune de ces matières, la note de bulletin va compter pour X points de coefficient. Donc, si je prends l'exemple ici de l'histoire-géographie, la note d'histoire-géographie de première, donc, la moyenne des 3 bulletins de premier, deuxième, troisième trimestre, ou des 2 bulletins pour les élèves qui seraient au semestre, va compter pour 3% du baccalauréat. Pareil pour la moyenne des 3 notes d'histoire-géographie de terminale, qui va elle aussi compter pour 3% de la note du baccalauréat. La spécialité la spécialité abandonnée en première, donc on va le revoir tout à l'heure, mais les élèves choisissent 3 spécialités en première, ils en conservent uniquement 2 en terminale. La spécialité qui est donc abandonnée en première, pour laquelle il y avait jusqu'à l'année dernière théoriquement ce qu'on appelait des épreuves de contrôle continu, cette spécialité, coefficient 8%, est évaluée sur la base des bulletins de la classe de première. Donc, si mon enfant a choisi spécialité SES, c'est ma matière, et qu'il l'abandonne en fin de première, eh ben, je vais prendre les notes de ces 3 bulletins, premier, deuxième, troisième trimestre, on fait la moyenne, affectée d'un coefficient 8, c'est ce qu'on retrouvera sur son relevé de notes de bac. Ce bloc constitue 40% du bac.
Ensuite, là, de manière beaucoup plus classique, 60% des épreuves finales, avec l'écrit et l'oral de français, coef 5% chacune, passées en fin de première, donc au mois de juin de la classe de première. L'épreuve de philosophie, passée au mois de juin de l'année de terminale, coefficient 8%. Le grand oral, passé en juin de l'année de terminale, et là aussi, coefficient 10%. Et les deux spécialités conservées en terminale, qui sont évaluées toutes les deux, normalement au mois de mars de l'année de terminale. Donc en France, ce sera 14, 15, 16 mars cette année. Les calendriers ensuite seront adaptés dans chacun de vos établissements, enfin dans chacune des zones. Mais on est en gros sur ce calendrier-là, donc entre mi-mars et début avril. Et ces deux spécialités comptent pour 16% chacune. Pour toutes ces matières en jaune ici, donc évaluées en contrôle terminal, je le dis haut et clair, les notes de bulletin ne comptent pas. Enfin, ne comptent pas, sauf quand le jury examine le bulletin du candidat. Mais elles ne comptent pas pour la note de bac. La note de bac sera constituée uniquement par la note de l'épreuve. À ces 100 points de contrôle continu et épreuve finale se rajoutent des options pour un maximum de 14 points de coefficient et qui, chaque option, valant 2% par année. Donc, une option qui est suivie en première et terminale, 2% en première, 2% en terminale. Une option suivie uniquement en terminale, 2% en terminale. Je vais revenir un tout petit peu sur les options ici. Pourquoi? Parce que sur les options, en fait, l'énorme changement, d'abord, c'est que sont prises en compte les notes et de première et de terminale, que celles-ci soient inférieures ou supérieures à 10. C'est-à-dire que on a dans nos têtes du système précédent que les options ne comptaient que si elles rapportaient des points. Ça, c'est terminé. Les options, à partir du moment où on choisit une option, elles comptent, qu'elles permettent d'augmenter la note de bac ou au contraire de la diminuer. Il n'y a que 3 options, à l'exception des élèves rentrant en terminale cette année. Il n'y a que 3 options qui sont possibles uniquement en terminale, qui sont les maths, experts et maths complémentaires. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera des spécialités. Et qui sont droit et enjeux du monde contemporain. Voilà pour les options. Donc, en fait, ces options viennent se rajouter avec leurs coefficients correspondants et du coup, on recalcule une moyenne. Pour finir sur cette partie-là, que se passe-t-il pour les élèves qui sont rentrés en terminale cette année? Les chanceux, ils ont eu un bout de réforme l'année dernière, le bac de français, et en fait, de nouveau, un petit bout de réforme. Bon. Alors, pour eux, du coup, qu'est-ce qu'il se passe? Ils ont un régime de transition pour passer d'un système à l'autre. Les notes qu'ils ont obtenues en première et leur bulletin de première ne vont changer en aucun cas. C'est-à-dire que les notes qu'ils ont obtenues au bac de français, les notes qu'ils trouvent sur leur bulletin scolaire, c'est celles-là qui vont être utilisées. Ça, c'est la première chose importante. La seule chose, c'est la manière dont elles vont être utilisées, en fait, qui change un petit peu. C'est-à-dire que, vous le voyez, ce qui va changer principalement, ce sont les coefficients affectés aux matières de tronc commun en première. Donc, en l'occurrence, pour l'histoire-géographie, par exemple, la note de première comptera non pas pour 3%, mais pour 3,33. Pareil pour les langues vivantes A et B. L'enseignement scientifique, au lieu de compter pour 3, comptera pour 2,5% en première et en terminale. L'éducation physique et sportive, et j'ai vu que c'était une question donc, qui s'explique ici, effectivement,
l'éducation physique et sportive, pour ces élèves-là, seules les notes de terminale compteront pour un coef 5. Ceci étant dit, et je le dis tout de suite, l'éducation physique et sportive était déjà dans l'ancien bac, dans un espèce de système hybride, puisque en fait, les élèves passaient des épreuves de baccalauréat en cours d'année de terminale. Ils passaient un premier sport au premier trimestre, un deuxième sport au deuxième trimestre, et un troisième sport au troisième trimestre. Et c'est ça qui faisait leur note de bac. Donc, ils étaient déjà dans ce système. Donc, pour l'EPS, finalement, ça ne constitue pas de gros changements. Et l'enseignement moral et civique, qui ne comptera du coup qu'en terminale aussi. Pour ces élèves en transition, de nouveau, autre élément transitoire important, la spécialité qu'ils ont abandonnée en fin de première, avant de rentrer en terminale, et qui était coef 5 par le passé, reste du coup coef 5 pour eux. Elle ne passe pas coef 8. Okay, ça va en avantager certains, en désavantager d'autres. Mais du coup, ils restent avec le système qui était le leur. Et se rajoute, puisque pareil, c'était ce qui était prévu, c'était ce qui était dans les textes précédemment, leur moyenne générale de bulletins de première. Donc, je prends les 3 bulletins, je prends la moyenne générale à la fin de chaque trimestre ou chaque semestre, et j'en fais une moyenne. Cette moyenne générale apparaîtra dans leur résultat de bac avec un coefficient de 5%. Autre élément de transition pour ces élèves, ils vont avoir la possibilité de choisir ils ont eu plus exactement la possibilité de reprendre des options en terminale, même s'ils n'en avaient pas ou s'ils ne les avaient pas toutes conservées en fin de première. Alors, je suis allée un peu vite parce qu'en fait, je suis partie un peu du principe que c'était des choses qui avaient été quand même pas mal présentées dans les lycées. Et donc, en revanche, je suis prête à répondre à toutes les questions, dans la mesure de mon possible. Oui, Catherine, tu veux commencer avec la première question, s'il te plaît? Alors, allons-y. Donc, il y a Elisabeth qui parle des choix des spécialités qui ne fonctionnent pas, car un choix délibéré de spécialité en première pour 3 spécialités qui se réduit à 2 en terminale ferme des portes pour le passage en supérieur dans les systèmes qui requièrent 2 ou 3 spécialités dans leur procédure d'admission. Exemple, un élève qui choisit sciences, c'est-à-dire maths, physique, SVT en première, est obligé d'en abandonner une. Il se voit fermer des portes qui requièrent une 3e spécialité scientifique, notamment dans le système UK. Ce n'était pas le cas avec le bac S, qui permettait de postuler pour toute filière scientifique, même littéraire, car elle comportait aussi histoire et langue. Et au fur et à mesure du débat, donc elle a précisé, la spécialité abandonnée en première fait partie du bac, mais n'est pas comptabilisée comme matière du bac pour les universités. En réalité, alors je comprends tout à fait la remarque. Donc de nouveau, moi je n'ai rien à voir dans cette réforme. J'essaye de la décrypter, mais je n'ai aucun accès privilégié auprès du ministère de l'Éducation nationale. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en fait, elle va apparaître. Et là, malheureusement, c'est pas tellement à notre niveau, mais je pense que les lignes bougeront. Elle va apparaître dans les bulletins de baccalauréat. C'est-à-dire que c'est pas juste que quand les élèves font leur dossier UCAS, et ben, en fin de première, par exemple, ils sont en mesure de mettre, comme ils mettent leur note de bac de français, ils sont en mesure aujourd'hui de mettre la note obtenue dans la spécialité qui a été abandonnée, puisque c'est une note définitive. Donc, en fait, je conçois bien que pour les universités étrangères, ça pose pas mal de problèmes, de même que ça pose, sur l'international, ça pose beaucoup de problèmes en termes de correspondance et de réciprocité, par exemple, en Espagne et au Portugal. Au Portugal, par exemple, s'il n'y a pas d'examen, la matière n'est pas considérée comme étant une matière finale. Donc, ça veut dire des matières de contrôle continu
ne sont pas, peuvent ne pas être considérées comme étant des matières des majeures. En fait, ce qui va faire foi, mais là aussi, il faut que le système évolue, c'est le fait que les notes des élèves sont définitives. Donc, à partir du moment où elles sont définitives, ils peuvent les rentrer dans leur dossier comme étant des notes obtenues à un examen. Et donc, dans UCAS, par exemple, cette possibilité existe. Ils rentrent, d'ailleurs, ils sont obligés de rentrer leurs notes de brevet, ils sont obligés de rentrer leurs notes de bac français. Et en toute logique, ils sont obligés de rentrer aujourd'hui leur note de spécialité qui est abandonnée, puisque la note est définitive. Merci Caroline. Alors, Anne, oui, pardon. Anne-Elisabeth précise, donc qui avait posé la question. Oui, mais si vous demandez au responsable des applications UCAS, il refuse de considérer le dossier si vous ne faites pas la matière en dernière année. Oui, je ne sais pas quoi vous dire. Après, il y a la possibilité de tout dépend des filières, hein, mais je sais que certains élèves, on a une élève à Londres dans ce cas, elle a conservé mathématiques, spécialité mathématiques, spécialité SVT, et elle a pris maths complémentaire. Il y a aussi sans doute tout un travail à faire par le consulat en lien avec Oui. la DRIC hein, pour valoriser cette spécialité qui est abandonnée en première, en fait, auprès des universités étrangères. Ça, on va le retenir, c'est un point important. Alors, il y a une dame qui demande c'est quoi le grand oral, mais on y viendra peut-être plus tard. Il y a Cécilia qui s'inquiète et qui se demande si les coefficients peuvent changer pour 2023 ou 2024. Ça, vous n'en savez rien, Caroline. Hein. Est-ce que j'ai le droit de ne pas m'engager là? Parce que je ne sais pas. Je pense, honnêtement, hein, de l'intérieur, je dirais que je pense que la communauté éducative dans son ensemble est au bout de ce qu'elle peut encaisser comme réforme et modification année après année. Là. Donc, il y a eu la pandémie qui a permis effectivement d'ajuster cette très grosse réforme qui probablement avait besoin d'être ajustée de manière un peu plus fine et opérationnelle. Maintenant, est-ce que les coefficients peuvent changer? J'imagine que si certains lobbies de matière décident que leur matière n'est pas suffisamment valorisée, peut-être, mais bon, j'ai du mal quand même à y croire. Mais bon, voilà. Alors, Catherine, il y a la question de Véronique. Véronique demande quelle est la différence entre maths complémentaire et maths expert. Je vais y revenir tout à l'heure dans les spécialités et les options, si vous voulez bien, en fait. Parce que je vais l'expliquer, on va y revenir en détail. Pareil pour Laurence qui demande si les notes de spécialité seront mentionnées dans le Parcoursup. Oui. Ça, on verra, bien sûr. Oui. Anne demande si vous avez des infos sur le bac français international ex-OIB. Alors, l'option internationale du bac, elle existe. Il n'y a aucun changement. De même qu'il n'y a pas de changement sur les doubles bacs, par exemple avec la BIBAC ou la BIBAC pour l'Allemagne ou les ABAC, le Bachibac. Voilà, merci. Donc ça, il n'y a pas de changement et l'option internationale du bac reste une option internationale. C'est-à-dire que quand elle est ouverte dans les lycées et offerte aux élèves, elle leur permet, elle les oblige à suivre un enseignement linguistique poussé et une matière du tronc commun dans la langue choisie. Ça, il n'y a aucun changement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'option internationale du bac apparaît comme une option, c'est-à-dire que les élèves obtiennent leur bac général avec option internationale.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette nouvelle réforme du bac français international, hein, mais qui n'est pas de toute façon, qui ne va pas du tout impacter la cohorte de cette année et celle de l'année prochaine. Donc, on en parlera avec un webinaire que nous devons avoir bientôt avec le service pédagogique de l'AEFE. Alors, Mohamed, quelles sont les options? Comment se fait le choix de leur mise en place par les établissements? Merci. Alors, en fait, les établissements sont habilités par l'AEFE à ouvrir un certain nombre d'options. Les options, il y en a, que je ne me trompe pas. Vous avez des troisièmes langues, latin, grec, et les options de mathématiques et droit et enjeux contemporains. Et l'option sport. Et des options art, selon les établissements. Donc, ces options, elles sont ouvertes en règle générale dans les lycées de l'étranger en fonction des enseignants disponibles, enfin, donc de ce qui est possible dans le lycée et d'un nombre d'élèves suffisant. Voilà, je pense que ça. Catherine? Donc, il y avait une question. Quel est le coefficient attribué à la moyenne de première avant le changement récent? Avant, après. 10, je crois. En fait, c'était les moyennes des bulletins en général. Ah bah là, j'ai un trou. Je crois que c'était 10. Je crois que c'était 10. D'accord. J'ai essayé de vérifie, tout oublier. J'avoue que j'ai essayé de tout oublier parce que… Voilà. Une question, alors voilà. D'Hélénie. Si un élève a pris par exemple une spé maths et physique-chimie plus une troisième spé en première et il garde ces deux spé en terminale, est-ce que les notes de bulletin en maths et physique-chimie de première comptent ou c'est seulement les notes Non. des épreuves finales de terminale qui comptent? Non, Hélénie, vous avez tout à fait bien compris. Les notes des bulletins ne comptent pas. Seules les notes de l'examen qui a lieu donc au mois de mars de l'année de terminale comptent pour le bac. Bien évidemment, en fait, on est obligé de distinguer ce qui compte pour le bac, pour l'examen lui-même et l'obtention de la mention et l'obtention des notes définies, comment dire, de la moyenne au baccalauréat, etc. Et ce qui va compter pour l'orientation. Bien évidemment que les notes de bulletin, etc., elles vont compter pour l'orientation, elles vont compter dans Parcoursup, tout le monde va s'y intéresser. En revanche, pour le résultat du bac, seule la note d'examen du mois de mars va compter. Alors, question de Anne, y a-t-il des choix à ne surtout pas faire comme combinaison au niveau des spécialités? Eh bien, alors, ce que je vous propose, c'est que du coup, je passe sur les spé, sur la partie spé, sur les choix de spécialité. Comme ça fait la transition parfaite. Si vous voulez bien, je vais essayer de répondre à Anne. J'aurais tendance à dire que je ne sais pas s'il y a vraiment des choix à ne pas du tout faire. Mais bon. Mais ce qui est vrai, c'est que le choix de spécialité, d'abord, c'est un vrai stress pour les élèves parce que ça se passe très tôt dans leur scolarité. On commence à leur en bassiner les oreilles, il n'y a pas d'autre mot à partir du début de la seconde. Ils arrivent juste au lycée, ils arrivent du collège et mine de rien, ça leur semble beaucoup soudain. On est en train de leur dire jusqu'à présent, on a décidé pour toi tout ce que tu étudiais. Maintenant, il va falloir que tu décides tout seul. Donc, bon. Donc, c'est quand même… voilà, il y a pas mal de pression là-dessus. Alors, pour poser le débat, il y a déjà 12 spécialités. D'accord? Donc, il y a 8 spécialités, je vais dire, courantes, que vous allez retrouver
dans la plupart de vos établissements. Alors, les 6 premières, quasiment partout. Donc, sciences économiques et sociales, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre, histoire, géosciences politiques, géopolitique et humanité. Celles-là, globalement, vous allez les trouver quasiment partout parce que, en fait, les disciplines étaient des disciplines qui étaient dans les anciennes séries. Et donc, les enseignants sont souvent disponibles. J'en profite pour rappeler que ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que la réforme visait un niveau d'exigence et des attentes plus élevés, se voit et se traduit dans les programmes et les attendus en termes de spécialité. C'est-à-dire que la spécialité maths, si on la conserve en première et en terminale, c'est un plus haut niveau que des maths anciennement de série S. Donc, et ça, c'est vrai dans toutes les matières. Moi, j'enseigne les sciences économiques. Même si le programme n'a pas été révolutionné, le programme a gagné, entre guillemets, en technicité. Donc, du coup, c'est plus difficile, c'est plus technique, c'est plus précis, ce qu'on attend des élèves. C'est plus dense. Donc ça, c'est vrai dans toutes les matières. Vous avez ensuite une spécialité qui est langue, littérature et culture étrangère. Donc là, qui est ouverte dans quand même beaucoup de lycées à l'étranger, qui existe en anglais, espagnol, allemand et italien, et qui est finalement une spécialité où on travaille la langue et toute la culture de la langue en question, autour de la langue en question, etc. Donc ce serait plutôt une matière de littérature étrangère, de langue et littérature étrangère. Vous avez ensuite la spécialité NSI, qui est plus rare, mais quand même relativement répandue, donc qui est sciences de l'information, donc informatique en réalité, qui, on le verra tout à l'heure, est une spécialité qui donne accès à de nouvelles classes préparatoires scientifiques, par exemple, qui ont ouvert cette année. Donc voilà les spécialités les plus courantes. Ensuite, vous avez 4 spécialités qui sont quand même beaucoup plus rares à l'étranger, on ne va pas se mentir. Vous avez les spécialités artistiques avec 5 domaines. Alors, donc dans les domaines, je vais essayer de ne pas en oublier, vous avez histoire des arts, théâtre, musique, cinéma audiovisuel et arts plastiques. Bon, ça c'est théorique. Parce que, par exemple, l'aspect art, musique n'est homologué dans aucun lycée de la EFE. Donc, bon, on ne peut pas vraiment faire musique. Ou alors, il faut rentrer en France. Donc, globalement, sur les arts, vous allez avoir principalement cinéma audiovisuel et arts plastiques. Voilà, et théâtre dans 3 établissements. Vous avez ensuite sciences de l'ingénieur. Donc là aussi, c'est quand même très confidentiel, mais bon, dans les 3 lycées concernés, c'est intéressant. Vous avez langue, littérature et culture de l'Antiquité. Donc, et là, avec latin ou grec. Et la spécialité sport, donc qui ouvre en France dans certains établissements, enfin qui a ouvert en France dans certains établissements en première cette année, en septembre 2021, mais qui dans les lycées, dans les établissements de la UFE n'a pas encore ouvert et est prévu les premières ouvertures sont prévues pour la rentrée prochaine. Donc voilà pour les possibles. Et voilà ce à partir de quoi les élèves vont devoir choisir. Sachant que, bien évidemment, comme la plupart du temps, nos élèves sont rattachés à un établissement donné dans un pays donné, en dehors de pays comme, je ne sais pas moi, le Maroc ou le Liban, enfin des pays où il y a beaucoup d'établissements, le choix de spécialité, c'est un choix sous contrainte quand même. Hein. Donc, quand est-ce qu'ils choisissent? Ils choisissent en seconde et on va leur demander leur premier vœu au 2e trimestre, avant le conseil de classe de 2e trimestre,
si l'établissement est organisé en trimestre. Les choix seront confirmés au moment du conseil de classe de fin de deuxième semestre ou de troisième trimestre. Combien de spé choisir? Donc, là, c'est très simple, c'est 3 spé. 3 qui vont être suivis en première et 2 qui vont être conservés en terminale. Ce choix de savoir quel est l'aspect que je vais abandonner, il n'a pas besoin d'être fait en seconde. C'est même trop tôt. En fin de seconde, ils vont choisir 3 spécialités. Ils ont l'année de première pour quand même un peu y voir plus clair et savoir ce qu'ils vont décider d'abandonner ou pas. Les critères. Alors là, je vais essayer de répondre aux questions de tout à l'heure. Alors, les critères, le goût des élèves d'abord. Parce qu'en fait, ce que fait cette réforme, ce que fait le poids du contrôle continu, c'est que le dossier des élèves est encore plus important qu'auparavant. Encore plus important parce qu'il compte pour l'orientation et maintenant il compte aussi pour le bac, pour les notes et les résultats du bac. Donc, du coup, il vaut mieux choisir des spécialités, au moins en partie, que les élèves aiment et dans lesquelles ils sont bons, de manière à améliorer leur dossier. Il y a donc goût et résultat, c'est quand même un point important. Alors bien évidemment, hein, une fois que j'ai dit ça, je comprends bien la complexité du dossier, puisqu'il y a certaines matières qu'ils ne connaissent pas du tout. SES, par exemple, ils ont une petite initiation en seconde, ok. Il n'y a quand même pas grand-chose à voir avec ce qui va se passer derrière, donc bon, mais elle a le mérite d'exister. Mais des matières comme, je sais pas moi, sciences de l'ingénieur, par exemple, ou sciences de l'ingénieur ou NSI, ou plutôt informatique, bon, ok. On peut se poser la question. Humanité. Humanité, c'est un mélange de lettres et de philosophie, c'est-à-dire c'est des problématiques qui sont abordées sous les deux angles, à la fois sous l'angle littéraire et sous l'angle philosophique. C'est quand même une grosse inconnue pour les élèves. À quoi je peux penser d'autres comme spécialité? Bon, voilà, pour l'essentiel, en fait, de ces spécialités sur lesquelles ils ont quand même peu d'informations. Donc comment s'informer? Parce que ça risque d'être la question suivante. J'imagine que dans les lycées, il y a quand même des sessions d'information par spécialité. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des élèves qui suivent la spécialité ou des enseignants qui l'enseignent ou des référents de matière en disant, voilà, quelle est la différence entre ça et ça, par exemple. Et ensuite, bien évidemment, il faut prendre en compte le projet de l'élève. Un élève qui veut faire médecine, excusez-moi, il n'y a pas photo, c'est des spécialités scientifiques. Et principalement maths et physique chimie. À la limite, il pourrait, avec les nouvelles voies d'accès même aux études médicales, il pourrait même se passer de SVT. Alors, je sais, tous les ans, ça interroge, mais ça a toujours été le cas. En revanche, il ne peut absolument pas se passer de maths. Voilà, donc tout dépend des projets. Globalement, l'avantage d'être finalement en troisième année de mise en œuvre de cette réforme, quand même, en tout cas en ce qui concerne les spécialités, l'énorme avantage, c'est que les filières du supérieur, en tout cas pour la France, sont très transparentes sur les attendus en termes de spécialité. Donc, elles disent, elles expliquent, soit qu'elles souhaitent certaines spécialités, soit qu'au contraire, ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui est très clair dans le discours des filières sélectives, et ça c'est vrai partout, c'est que des spécialités, et c'est ce qu'on retrouve finalement dans l'approche IB quand les élèves choisissent leur matière dans le bac international, c'est que les élèves choisissent des matières et qu'on s'attend donc à ce qu'ils soient bons dans leur matière. Parce qu'une matière qu'on a choisie, dans laquelle on a 8 de moyenne, ça pose un problème. Ça, c'est vrai. Alors, le cas des mathématiques.
Alors, je vais essayer d'être brève et claire. Les mathématiques, c'est donc une spécialité qu'on peut choisir en première et abandonner en fin de première, ou conserver en première et en terminale. Si on la conserve en première et en terminale, on fait l'équivalent de ce qu'on appelait avant un bac S++. C'est-à-dire que c'est un très bon niveau de maths. Voilà. Il y a des choses qui étaient faites auparavant, je vais être très claire. Il y a des chapitres qui étaient auparavant faits en début de maths sup, qui sont maintenant en terminale en spé mathématiques. Voilà. Donc, c'est une spécialité véritablement scientifique. Je ne défends personne, hein. J'essaie de décrypter. En première, la spécialité maths, c'est plus que ce qu'on faisait précédemment en ES. Donc, c'est des vraies maths. Il y a de la géométrie, il y a de la trigonométrie. Voilà, c'est un vrai programme de mathématiques. Pour les élèves qui abandonnent l'aspect maths en fin de première, donc qui ne se dirigent pas vers des études purement scientifiques, mais qui ont besoin d'outils mathématiques, il existe, et là quasiment dans tous les lycées, y compris de l'étranger, une option qui s'appelle mathématiques complémentaires, qui va être là probablement pour certaines orientations nécessaires de prendre, mais qui, je le rappelle, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les options, peut faire perdre des points aux élèves, puisque cette option mathématiques complémentaires, elle comptera que l'élève ait 8 de moyenne ou qu'il ait 18 de moyenne. Pour les élèves qui vont conserver l'aspect maths en terminale, ceux-là, ils ont la possibilité de choisir une option qui s'appelle maths expert. Pareil, qui va leur donner des plus. Alors, qui n'est quasiment, pareil, exigé quasiment, enfin, qui est peu exigé, sauf pour certaines classes préparatoires, scientifiques et, par exemple, classe préparatoire BN, où là, on va demander spé maths et souvent maths expert. Alors, quand on épluche quand on épluche les filières du supérieur, etc., sur leurs exigences et leurs attendus, globalement, l'aspect maths, elle est obligatoire au moins en première pour tout ce qui est classe préparatoire hors prépa AL. AL, c'est vraiment la prépa littéraire pure. Mais en dehors de ça, elle est obligatoire partout. Pour tout ce qui est école de commerce, en France comme à l'étranger. Bien évidemment, pour tout ce qui est études médicales, école d'ingénieur, évidemment, et pour certaines licences, en particulier en économie, en psychologie. Voilà. Donc, malheureusement, cette problématique des maths reste une problématique. Alors, elle n'est pas reste une problématique parce que les maths ne sont pas en tronc commun. Ceci étant dit, tous les systèmes d'études secondaires, enfin la plupart des systèmes d'études secondaires, d'une manière ou d'une autre, ont des classes de maths quasi obligatoires à différents niveaux, pareil que ce qu'on peut faire ici. Donc voilà. Donc cette question mérite d'être, enfin voilà, cette question, il faut se la poser parce que c'est vrai qu'un élève qui ne prend pas les maths en première, et il y en a plein, et de manière tout à fait réfléchie, ça ne pose aucun problème quand on a une idée assez précise de vers là où on veut aller et qu'on sait qu'on n'en aura pas besoin. Et ça ne pose aucune difficulté. Pour faire Sciences Po, par exemple, on y reviendra sur l'orientation, pas besoin de faire des maths. Hein. Pas du tout obligé d'avoir des maths, même en première. Alors, pour finir sur cette question des spécialités, qu'est-ce qui se passe si vous devez déménager d'un pays à l'autre? Alors, c'est une vraie question avec les spécialités. Donc, sur les 7 spécialités qui sont partout, ça pose assez peu de problèmes. Alors, si le déménagement intervient
avant l'entrée en première, ça veut dire que pour se positionner, il faut regarder les spécialités qui sont proposées dans le lycée vers lequel on va, plutôt que les spécialités qui sont offertes dans le lycée où est l'élève en seconde. Et quand il y a un déménagement entre la première et la terminale, si la spécialité n'existe pas, ça veut dire qu'il va falloir trouver un aménagement avec le CNED. Et après accord de l'établissement. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut changer de spé? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, on peut changer de spé, en particulier en fin de première, on s'est trompé et on veut changer de spé. Oui, c'est possible, théoriquement. Il faut présenter un dossier au chef d'établissement, argumenter. Le plus tôt c'est fait, le mieux c'est, bien évidemment. Changer de spé en début de terminale, très rare, quasiment exceptionnel. Voilà. Voilà pour les spécialités. Je vais essayer de répondre aux questions. Oui, merci. Alors, écoute, il y a une question de Faustine, mais tu y as déjà répondu. La spécialité maths est-elle nécessaire pour faire une école de commerce? Sachant que les maths sont d'un niveau très élevé, est-ce nécessaire aussi de prendre cette spécialité pour pouvoir faire maths complémentaires? Alors, pour pouvoir faire maths complémentaire, il faut avoir suivi l'aspect maths de première. Oui. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Oui. En revanche, il n'est pas obligatoire de faire maths expert pour faire une prépa scientifique. Et ensuite, ça dépend de la prépa scientifique. Par exemple, si vous allez sur des prépas scientifiques de type sciences de l'ingénieur, vous pouvez être amené à avoir maths et sciences de l'ingénieur, par exemple, et sans conserver maths expert. Mais certaines prépas élitistes vont demander maths expert. Oui. D'accord. Oui. Catherine? Ah, tu as ton micro. Ton micro est fermé, Catherine. Donc, Carole demande, pourriez-vous expliquer la différence de traitement de l'option latin entre le bac 2019, 2021 et 2022? La différence de traitement, pardon, de quoi? De l'option latin, langue, latin-grec, langue non potentielle. Oui. On revient alors, sur les options. Oui. Alors, de manière générale, les options dans le bac, dans la version 2020, on va dire, les options n'étaient intégrées que dans la moyenne du bulletin de première et du bulletin de terminale. C'était tout. C'était uniquement dans ce coefficient qui reprenait la moyenne du bulletin de l'élève de première et de terminale qu'on avait la moyenne d'options. Aujourd'hui, les options, elles comptent séparément avec un coefficient propre. En revanche, donc, si vous voulez, précédemment, la note de latin et de grec, elle était diluée parmi toutes les notes et tout ça affecté d'un coefficient 10, donc 10%. Donc, franchement, une note d'option sur le total des notes de bac, elle rapportait 0, quelque chose. Enfin, ça ne changeait pas grand-chose. Aujourd'hui, une option, on est beaucoup plus proche de ce qui se passait précédemment, c'est-à-dire qu'effectivement, elle peut vous faire gagner une mention, par exemple, mais comme on n'a rien sans rien, elle peut aussi vous la faire perdre. Oui. D'accord. Voilà. Alors, une question de Karine. 3 options uniquement possibles en terminale, maths expert, complémentaire, droit et enjeux du monde. Cette année, en seconde, les options sont latin, théâtre et arts plastiques. On pensait sur 3 années, or ça n'existera plus en terminale. Alors, je ne comprends. Tu comprends mieux que moi? D'accord. Oui, oui. En fait, ce que j'ai dit, c'est que les options qui peuvent n'être suivies que en classe de terminale. C'est-à-dire, en fait, les élèves peuvent choisir, on a dit, ils peuvent avoir globalement un maximum de 4 options. Imaginons un élève qui, en seconde, en première, a 2 options. Il peut, donc,
2 options qui sont prévues sur la première et la terminale, par exemple art et langue vivante 3 espagnol, par exemple. En terminale, il a la possibilité de choisir une option supplémentaire parmi celles qui ne sont proposées qu'en terminale, qui sont donc maths expert, maths complémentaire et droit et enjeux contemporains. Sinon, les autres options, il faut qu'il les ait en première et en terminale, à l'exception des terminales de cette année. D'accord. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Oui, oui. Laurence, alors c'est la suite d'une question. En fait, est-ce que les notes obtenues en SP au bac au mois de mars sont reprises en Parcoursup au moment où on valide Parcoursup? Alors, elles vont être dans Parcoursup au moment où les dossiers, en théorie, au moment où les dossiers vont être envoyés aux établissements. C'est-à-dire, ce n'est pas les élèves qui vont les rentrer, bien évidemment. C'est, j'imagine, les chefs d'établissement, enfin les établissements. Mais oui, c'est-à-dire que les enseignements, les établissements du supérieur auront connaissance. C'est bien pour ça, c'est exactement ce qui est voulu. C'est-à-dire que les établissements du supérieur aient connaissance de ces notes définitives de spécialité au moment où ils font leurs offres d'admission ou pas. Très bien. Alors, il y a une question de Valérie, mais tu y as déjà répondu. Comment sont comptabilisées les options, contrôle continu ou examen? Donc, tu viens de préciser. Alors, ouais. Et alors, je vais préciser, c'est-à-dire que, mais ça, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, personne n'a complètement l'info complète. Les options, elles sont évaluées en contrôle continu, mais bien évidemment, il est laissé à la liberté, enfin, certains enseignants et certains établissements vont choisir d'organiser le contrôle continu de manière un peu particulière. Par exemple, on peut imaginer qu'une langue vivante 3, bien évidemment, il va y avoir un examen oral à un moment donné. Mais ce ne sera pas une épreuve nationale pour tout le monde d'espagnol oral. Voilà. D'accord. Oui, vas-y. Carole demande si le bac option européenne existe toujours. Non, je pense qu'on n'a plus que le bac OIB. Je crois qu'il continue. Hein. Si, je crois qu'il n'y a pas Parce qu'il y a les DNL changement. dans certains, il y a les DNL dans certains établissements. Oui. Oui, mais du coup, c'est pas de l'OIB, ça? Il y a juste la DNL? Non, oui, c'est un renforcement en langue. Mais franchement, je donne rendez-vous à tous les parents pour tout ce qui a trait à l'enseignement des langues, à ce nouveau bac français international qui viendra dans 2 ans remplacer l'OIB. Je vous donne rendez-vous prochainement parce qu'on va se faire vraiment bien expliquer les choses qui sont en cours de traitement par le service pédagogique. Et comme ça, on aura un nouveau rendez-vous ensemble avec des explications plus claires. Alors voilà, Inde qui demande, y a-t-il un site officiel récapitulant ces réformes et leurs conséquences? Un forum de questions-réponses du ministère de l'Éducation nationale. Dans certains lycées, nous ne disposons d'aucune information. On ne sait même pas ce qu'est le grand oral, la liste exhaustive des options disponibles, les spécialités, etc. Alors, je vais me faire le VRP de l'Éducation nationale, mais je vais mettre le lien dans le chat. Je crois que ça s'appelle « Je passe mon bac ». Voilà, quand je passe le bac.education.fr. Honnêtement, c'est un site du ministère de l'Éducation nationale qui concerne à la fois le bac général et le bac technologique, qui est assez bien fait. Voilà, dans lequel vous allez trouver quand même un certain nombre d'éléments en plus de ce que je vous donne ici. Voilà. Catherine demande, quand une option est ouverte en 4e, l'établissement a-t-il l'obligation de l'assurer jusqu'au bac?
Alors ça, je ne sais pas, ça dépend de la gestion des établissements et de l'AEFE, j'imagine, et j'imagine que ça doit dépendre des effectifs. Je sais qu'il y a la seule chose, peut-être Isabelle, vous avez quelque chose à dire là-dessus. Moi, je sais juste que du point de vue des options, il y a un certain nombre et enfin, du point de vue des spécialités, a fortiori, et donc des options encore, j'imagine encore plus, un certain nombre d'établissements sont habilités dans l'AEFE pour ouvrir certaines options, certaines spécialités, pardon. Ça veut dire que si, par exemple, je ne sais pas moi, si Bruxelles est habilité pour la spécialité NSI, ce qui est le cas, je crois, mais qu'une année, le lycée n'a pas suffisamment d'élèves pour ouvrir une classe, le CNED est obligé, enfin, pour les élèves, il est obligé d'y avoir un relais CNED pour que les élèves puissent suivre la spécialité puisque l'établissement est habilité. Après, on comprend que s'il n'y a que 2 élèves, par exemple, bah, ça ne fait pas assez pour ouvrir une classe. Et que donc, voilà. Donc ça, c'est l'habilitation en termes de spécialité. Pour les options, je ne sais pas. Alors, a priori, oui. Hein. Moi, je dirais que oui, mais comme le disait Caroline, en fait, il y a toujours la possibilité de basculer sur un enseignement en CNED, en fait. Mais s'il y a un sujet dans votre établissement, ce serait bien que vous adressiez à la FAPE. Et là, nous pourrons prendre contact avec le service pédagogique de l'AEFE et voir ce qu'il en est exactement. Mais en principe, oui. Hein. Alors, de Marie, peut-on continuer l'option latin en terminale? Oui. Oui, 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 sans difficulté. Et de Clarisse, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Concernant les options, si une langue vivante n'est pas enseignée, est-ce que les notes du CNED peuvent être intégrées aux notes du bac? Oui, oui. Alors, à condition que ce soit une matière dans laquelle le CNED propose un contrôle continu, parce que sinon, les élèves passent en candidat libre. Et effectivement, moi, j'en ai pas du tout parlé, les élèves qui seraient suivis par le CNED et qui passent donc les examens en candidat libre, eux, par exemple, pour les spécialités de terminale, ont des épreuves en juin. Il n'y a pas de contrôle continu. Ça a déjà été le cas l'année dernière. Ces élèves-là, pour une raison ou pour une autre, si leur spécialité, ils la font par le CNED et qu'il n'y a pas eu d'évaluation par le CNED et de bulletin, bah à ce moment-là, ils passent une épreuve terminale au mois de juin. Alors, Émilie, pour les options, il y a maths expert et complémentaire, droit et enjeux du monde contemporain et latin, grec, musique, art, point d'interrogation. Oui. Oui. D'accord. Et EPS même. D'accord. Alors, et toutes les langues vivantes. Donc, Alexandra, les notes des sections européennes, euro, histoire anglaise sont en contrôle continu ou considérées comme des options avec OF 2+2. C'est une bonne question, je ne suis pas sûre. Alors là, je vais chercher. Franchement, je ne sais pas. Spontanément, je dirais que ça rentre dans la note d'histoire. Parce que, en fait, si vous faites, par exemple, histoire en DNL, enfin, histoire en anglais, ça doit remplacer la note d'histoire. Mais je me le note et je vérifierai parce que, franchement, je ne suis pas sûre. Oui. Et alors je vais être honnête, je répondrai via Isabelle ou bien vous m'envoyez un mail directement, mais je ne suis pas sûre que l'information existe encore quelque part. Oui, ben nous aussi, on va se renseigner. Est-ce qu'il y a une table de correspondance entre la filière souhaitée à l'université et les spé à choisir? Alors ça, c'est intéressant. Alors, donc, quand je passe le bac, il y a des choses sur quel spé pour quel attendu de l'université. Ouais. Ça, c'est assez bien fait. Ouais.
Qu'est-ce que la... Oui, pardon. Pardon, non, vas-y, parce que après, j'en reparlerai après. Qu'est-ce que la spécialité humanité et LSI? Bon, on peut traduire. Humanité, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Humanité, c'est une spécialité qui regroupe de la littérature et de la philosophie, qui traite de thèmes transversaux qui vont être abordés d'un point de vue sous l'angle littéraire et sous l'angle philosophique pour confronter un peu les deux types d'analyse. Donc c'est une spécialité plutôt littéraire, on va dire quand même. Oui. Il y a des numérique. Numérique et sciences de l'information. D'accord. Donc ça, c'est vraiment informatique. Il y a un peu de programmation. Il y a un projet à porter. Voilà. Peut-être. Véronique demande quelle compétence. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, sinon on passe à l'orientation. Vas-y, je prends cette dernière question. Oui. Véronique demande quelle combinaison de spécialités recommandez-vous pour faire une prépa ingénieur? Ah bah maths physique sans aucun doute. Ou maths sciences de l'ingénieur, ou maths NSI, ou mais voilà. Et avec idéalement une deuxième ou troisième spécialité scientifique en première. Oui. Ça, c'est sûr. Caroline, tu passes à la troisième partie? Oui. Alors, la troisième partie, donc consacrée à l'orientation. Alors, évidemment, de nouveau, je vais dire que je ne suis pas conseillère d'orientation, mais je vais partager. Hop, alors, mais voilà. Donc là, c'est beaucoup d'expérience et avec les enfants, en particulier dans les lycées de l'étranger. Donc, sur l'orientation, après, à la demande d'Isabelle et Catherine, je vais faire ressortir Parcoursup et puis l'orientation à l'étranger. Donc, globalement, ce dont il faut se souvenir, c'est que Parcoursup aujourd'hui, c'est cette plateforme de vœux qui va rassembler quasiment toutes les formations en France. Il y en a quelques-unes qui restent encore hors Parcoursup, qui sont des écoles privées plus confidentielles, plus locales, etc. Mais globalement, on va dire que 95% ou 96% des formations sont maintenant dans Parcoursup. Donc, Parcoursup, c'est à la fois un système un peu contraignant et à la fois un système absolument fantastique d'information, puisque du coup, toutes les formations sont obligées de se présenter, de détailler leurs attendus, les spécialités, les processus d'admission, etc. Donc, c'est un énorme outil pour s'informer. En termes de calendrier, les élèves vont saisir leurs vœux entre le 20 janvier et le 29 mars. Mais Parcoursup ouvrira, comme tous les ans, au mois de décembre. Et donc, de mi-décembre, en gros, des vacances de Noël au 20 janvier, pendant un mois, là, ce n'est ouvert que pour s'informer. N'importe qui peut s'informer. Il n'y a pas besoin d'être inscrit. Il suffit d'aller sur Parcoursup et de dire, je sais pas, je cherche les écoles d'architecture à Marseille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on me demande? Comment je fais mon dossier, etc. Toute l'information est extrêmement bien recensée et finalement assez facile quand même à trouver. Ensuite, entre le 29 mars et le 8 avril, les élèves vont devoir compléter leur dossier, valider leurs vœux. Ils ne pourront pas, après le 29 mars, rajouter des vœux. En revanche, ils pourront en enlever. Et pareil, sur cette période-là, vont être remontées par les établissements les notes d'examen de spécialité. Tous les concours post-bac, donc filière sélective, école d'ingénieur, de commerce, Sciences Po, IEP, etc., sont dans Parcoursup aujourd'hui. Donc, dans Parcoursup, on va retrouver à la fois des filières dites sélectives et des filières non sélectives.
En ce qui concerne ces concours post-bac et globalement la majorité des filières sélectives, la sélection va s'appuyer sur quoi? Elle va s'appuyer sur le dossier scolaire des élèves, c'est-à-dire les notes de bulletin de première et de terminale à minima, voire de seconde pour Sciences Po par exemple. À ça vont s'ajouter les lettres de motivation et de parcours personnel qui sont à saisir dans Parcoursup. Et des épreuves écrites et ou orales d'admission selon les cas. Les concours des écoles de commerce, par exemple, vont faire, on va avoir le concours Sésame ou le concours Access avec des épreuves de culture générale, des épreuves de mathématiques et des épreuves orales d'admission. Les écoles d'ingénieurs vont avoir dossier, épreuve écrite, parfois épreuve orale. Voilà. Donc, on va retrouver un petit peu cette logique. Mais globalement, Parcoursup va être le point d'entrée. Parcoursup, je ne l'ai pas dit, ne gère que les formations France. Pour les études en sciences politiques, donc là aussi, tout est dans Parcoursup. En gros, en France, vous avez 3 voies. J'insiste parce que c'est toujours des questions. Vous avez Sciences Po Paris avec ses 7 campus, plus les doubles diplômes. Donc, il sélectionne ses étudiants sur la base du dossier, d'écrits personnels, donc lettre de motivation, plus parcours personnel, plus un essai sur un thème, sur une question, sur 5 questions proposées par Sciences Po, auxquelles se rajoutent pour les candidats admissibles des oraux d'admission. Vous avez ensuite le concours commun des IEP. Donc, IEP, ça veut dire Institut d'études politiques, qui regroupe 7 établissements dits de province. Ils ne sont pas tous en province, puisqu'il y en a à Saint-Germain-en-Laye, mais bon, ça s'appelle comme ça dans la terminologie générale. Donc, ce concours, là, pour le coup, c'est un vrai concours avec, vrai concours, Sciences Po aussi, c'est un vrai concours, hein, avec un dossier, une évaluation de notes de dossier avec les moyennes de langue et les moyennes de notes de spécialité, et des épreuves écrites, questions contemporaines, histoire et langue, s'appuyant sur le programme de terminale et un thème décidé à l'avance, publié à l'avance. Cette année, la peur et les révolutions. Et vous avez ensuite les 2 instituts d'études politiques qui sont en province, mais qui font bande à part, Bordeaux et Grenoble, je ne sais pas pourquoi, et qui évaluent sur la base du dossier de l'élève, de la meilleure copie. C'est-à-dire que l'élève doit choisir de donner dans son dossier ce qu'il considère comme étant sa meilleure copie, qui a été corrigée, faite en classe, etc. Et pour Bordeaux uniquement, des épreuves orales. Voilà pour les études en Sciences Po. Les classes prépa, donc les classes prépa, là c'est uniquement Parcoursup, avec ou sans internat. Dans les classes prépa, vous avez 3 grands types de classes prépa. Les classes prépa commerciales, qui sont aujourd'hui regroupées en une seule filière, ça s'appelle ECG, une seule voie. Dans cette voie, vous allez avoir un choix de mathématiques, et donc là, qui va s'adresser, j'anticipe, à des élèves qui auront ou non suivi l'aspect maths en terminale. D'accord? Donc, un élève qui n'a pas suivi l'aspect maths en terminale, qui n'a conservé que maths complémentaires, il peut aller en prépa commerciale. En revanche, en prépa commerciale, il ne peut prendre que la matière maths appliquée. Il ne peut pas prendre la matière maths approfondie. Donc, il y a un choix de mathématiques à faire et il y a un choix à faire entre histoire, géographie et géopolitique ou économie, sociologie, histoire. Voilà. Et donc, toutes les combinaisons sont possibles. Donc, ça, c'est les classes prépa dites HEC. Okay. En école d'ingénieur, vous avez donc ce qu'on appelle Mathsup Mathsp, donc avec toutes ces 5 filières à partir de cette rentrée. Donc, avec maths, physique, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, et
donc qui s'adresse plutôt à des bacs technologiques pour le coup, et biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Donc là, pour le coup, pour des élèves qui auront fait SVT, obligatoirement. Et enfin, la dernière année, c'est MS2J, donc c'est mathématiques, physique, informatique et ingénierie. Donc, pour des élèves qui auraient fait sciences de l'ingénieur ou NSI. Et enfin, on a les classes préparatoires en lettres, donc AL, vraiment lettres pures, et BL, lettres sciences sociales. Et là, pour les prépas BL, attention, maths sont obligatoires en terminale. Voilà pour un peu les voies d'accès. Et donc, en ce qui concerne les classes prépa, le dossier, c'est uniquement pour Parcoursup avec donc le dossier de enfin, les notes, la lettre de la lettre de motivation, en fait, le projet motivé et le parcours de l'élève. En ce qui concerne l'orientation à l'étranger, alors évidemment, dans le cadre de ce webinaire, qui est déjà largement débordé, je ne peux pas être exhaustive, enfin, c'est quasiment impossible de faire le tour du monde. Donc, je vais essayer de répondre aux principales interrogations. Donc, le Royaume-Uni. Royaume-Uni, il y a donc. Alors, j'ai envie de vous dire que dans la plupart des pays, à l'exception des États-Unis et du Canada, par exemple, mais dans la plupart des pays, y compris ceux que je n'ai pas listés ici, il existe des systèmes centralisés. Il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, il y en a au Royaume-Uni, il y en a en Hollande, il y en a en Irlande, etc. Donc, souvent, ce sont ces systèmes centralisés qui vont être la véritable source d'information pour les élèves et leurs familles. Donc, ça c'est le petit préalable. Pour les grands pays de destination de nos élèves, donc le Royaume-Uni, par exemple, c'est UCAS qui centralise les 5 candidatures d'étudiants, 5 maximum, avec un deadline au 26 janvier 2022 au plus tard. Bon, je mets une exception, c'est qu'il y a un deadline au 15, c'est-à-dire dans 3 jours. Ça, je pense que les enfants le savent, ceux qui sont concernés, pour Oxford, Cambridge et les études de médecine au Royaume-Uni. Donc, dans ce dossier UCAS, il va y avoir une lettre de motivation pour l'ensemble des candidatures, une lettre de recommandation d'un enseignant et les notes de brevet de seconde, de première et de terminale. En Irlande, c'est CAO qui centralise les candidatures. Le deadline, c'est le 1er février. Alors, pour répondre à une question qu'on avait évoquée hier avec Catherine, en fait, en tout cas, pour le Royaume-Uni et l'Irlande, les dates étant légèrement reculées cette année, normalement, même les établissements qui fonctionnent au semestre devraient tous avoir eu leur conseil de classe et leur premier bulletin au moment des deadlines des applications. En tout cas, sur les dates à avoir en tête. Donc en Irlande, pareil, c'est le même principe, un personal statement et le dossier scolaire. Sachant que l'Irlande, il y a un truc très intéressant, c'est que à partir du mois de mi-avril, donc après les épreuves de spécialité, il y a une phase qui s'ouvre, qui est très intéressante, qui est la phase de changement d'idée. C'est-à-dire que les élèves ont candidaté, ils ont envoyé leur dossier, mais en fait, il y a une période de 3 semaines qui, sous condition, peut permettre à des élèves de changer d'avis et de changer d'orientation. C'est-à-dire qu'on va quand même prendre leur dossier, on va considérer qu'il est dans les temps, mais ça leur ouvre la possibilité de faire une autre candidature. Donc, c'est quand même à garder en tête, ce n'est pas inintéressant. Aux Pays-Bas, c'est StudyLink, alors majoritairement, qui centralise 4 candidatures avec des deadlines qui sont le 15 janvier pour toutes les universités qui ont un numerus clausus, enfin toutes les formations et universités de recherche qui ont un numerus clausus, 1er avril pour le reste. Globalement, aux Pays-Bas,
il vaut mieux aller se renseigner directement auprès de l'université et du programme qui nous intéresse et revenir à StudyLink après. Dans la majorité des cas, c'est une lettre de motivation, un dossier scolaire. Il peut y avoir entretien, voire test écrit. Et dans tous les cas, aux Pays-Bas, les admissions sont conditionnelles aux notes définitives qui seront obtenues. En ce qui concerne le reste du monde, donc là, je comprends bien que ça va être un peu frustrant sûrement pour certains d'entre vous, mais bon, il fallait que j'arrête le curseur quelque part. En ce qui concerne les États-Unis et le Canada, il n'y a pas de système centralisé pour les étudiants étrangers. Les dates limites sont variables, mais en majorité, elles tournent autour de mi-janvier 2022. Les candidatures se font directement sur les sites des universités. Donc, si je pense par exemple au Québec, sur lesquels tous les ressortissants, pour lesquels les ressortissants français ont des tarifs préférentiels, on est à peu près sur ces deadlines-là. En ce qui concerne les universités canadiennes anglophones et certaines universités américaines, il y a aussi un processus de ce qu'ils appellent early birds, donc de early admission, c'est-à-dire des élèves qui savent très exactement où ils veulent aller et qui veulent sécuriser une place. Et en règle générale, ces process, un peu plus sélectifs, évidemment, on ne va pas se mentir, sont boucles au mois de novembre. Mais bon, c'est à avoir en tête. L'université de Toronto en a, enfin, grandes universités ont tout un système de ce système. Dans les pays du Nord, alors pourquoi j'ai ressorti les pays du Nord ici? Parce qu'en fait, avec l'augmentation des frais en Grande-Bretagne, dans les pays du Nord, on constate, enfin nous on le voit avec nos élèves, en fait, on constate que nos élèves se détournent un peu de la Grande-Bretagne, qui quand même continue d'attirer quand même des cohortes très importantes d'étudiants, et que les pays du Nord qui ont une offre très anglophone et de qualité et à des prix souvent excessivement compétitifs sont assez attractifs. Et donc là, on est pareil sur des deadlines qui sont entre janvier et mars. Attention, la Norvège, c'est plutôt décembre, donc avant les vacances de Noël. Donc, ça veut quand même dire pour nos élèves qu'en ce qui concerne les candidatures sur des universités étrangères, les vacances de la Toussaint, là, si on n'a pas démarré, c'est quand même le moment où vraiment il faut donner un gros coup de collier. Et ben voilà, je crois que c'était tout ce dont, enfin, en tout cas, c'est tout ce que j'ai en slide. Donc, je vais arrêter de partager. Un grand merci Caroline de toutes ces explications. Alors, en plus, on a 5 petites minutes, si tu veux bien, pour balayer toutes les questions. Curieusement, il y a assez peu de questions concernant le post-bac à l'étranger, même sur le post-bac. C'est surtout la préparation du bac qui, je le vois, interroge beaucoup. Il y avait même une question concernant l'orientation des STMG. Et Hélène a raison, c'est un sujet sous-traité, pourtant plein de potentialités, mais je ne sais pas si tu veux dire quelque chose rapidement. Mais... en fait, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que en fait, ça me fait mal au cœur parce qu'en fait, moi, j'ai commencé ma carrière d'agrégée dans un lycée à Étampes en STMG avec des élèves que j'avais en finance, éco et droit. Et en fait, pourquoi c'est un sujet sous-évalué? D'abord parce que malheureusement, il y a très peu d'établissements. Donc voilà, la filière STMG, moi de tête, comme ça, j'en connais une au Maroc. Et en dehors de ça, il y en a très peu. Oui, donc voilà, en ce qui concerne les établissements de l'étranger, c'est quand même compliqué. En ce qui concerne l'orientation des STMG, c'est vraiment Parcoursup qui est à privilégier.
Et ce sont des étudiants qui, globalement, réussissent le mieux. En fait, pour lesquels il y a de plus en plus de filières d'accès, y compris dans des filières d'excellence, enfin dites d'excellence, classe prépa, filières un peu sélectives, école de commerce, etc. Ah, il y en a une à Barcelone, en tout cas. Oui, Ben oui. voilà, je ne savais pas. Mais effectivement, donc voilà, mais c'est une vraie. En fait, les problématiques d'orientation sont à la fois les mêmes et à la fois un petit peu différentes. Ensuite, je voudrais rappeler que, pareil, sur les orientations à l'étranger, et en particulier pour les filières STMG, ça peut fonctionner, il faut quand même savoir que dans un certain nombre de pays, on peut aussi candidater ultérieurement avec ses résultats définitifs ou après une première année, par exemple, qui permet de rattraper un niveau ou voilà. Très bien. Merci. Alors, merci. Et c'est vrai que les STMG, on pourrait leur consacrer une bonne demi-heure pour voir. Mais d'habitude, les établissements, les prios des établissements devraient être bien informés sur l'orientation. Alors, de Assad, je fais ça un peu rapidement. Comment savoir quelles spécialités sont demandées pour certaines universités anglaises? Tout dépend en fait de… Alors, dans les universités anglaises, alors là, il faut, comme en France, vous utilisez Parcoursup, il faut utiliser UCAS de manière détaillée. Et là aussi, vous allez avoir tous les éléments, toutes les précisions concernant les étudiants étrangers. Donc, en fait, quand on vient d'un bac français, il faut se positionner en étudiant étranger. Je ne vais pas vous faire la démo là, mais c'est assez clair. Vous allez sur une formation, critères d'admission, donc dans UCAS, qu'il faut utiliser comme un moteur de recherche et d'information comme Parcoursup. Donc, critères d'admission, vous allez trouver étudiants étrangers. Là, on va vous lister bac international, baccalauréat français. Les baccalauréats français, s'il y a des exigences en termes de spécialité, elles vont être précisées. Voilà. Il y a plusieurs demandes réitérées de plus d'explications sur la différence entre maths expert et maths complémentaire. Ah, mais c'est pas du tout pareil. Alors ça, c'est très, très clair. Donc, maths complémentaire s'adresse à des élèves qui ont abandonné l'aspect maths en fin de première, mais qui veulent conserver un niveau de maths parce qu'ils savent que dans le supérieur, ils auront besoin de mathématiques. C'est par exemple le cas des élèves qui vont candidater à des écoles de commerce post-bac. Oui, des élèves qui vont faire le concours Sésame, par exemple. Ces élèves, ils vont avoir pris maths en première parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'outils mathématiques pour aller faire des études de management. Mais ils n'ont pas besoin non plus d'un niveau de maths de terminale. En revanche, ils savent qu'à leur concours et dans leurs premières années, ils vont avoir des outils mathématiques appliqués à l'économie, appliqués à la comptabilité, appliqués au marketing, etc. Et donc, ces élèves-là, ils choisissent l'option maths complémentaires. Donc, ce sont des maths qui, elles se positionnent en termes de progression pédagogique, elles font suite au programme de SPEMAT de première. Donc, c'est un complément au programme de SPEMAT de première. L'option maths expert, c'est une option qui ne s'adresse qu'à des élèves qui suivent la spécialité maths en terminale et qui vient donc rajouter 2 chapitres spécifiques qui sont les matrices, et j'ai plus oublié l'autre, au programme de spécialité mathématiques terminale. Donc là, on est sur des élèves, typiquement, qui s'orientent, alors, soit qui adorent les maths et qui veulent aller faire des études en maths, et j'espère qu'il y en aura, soit des élèves qui s'orientent vers des études véritablement scientifiques. Voilà. Et pour complémenter, pour la prépa BL, mais tu nous as déjà répondu, les maths sont des maths spé ou des maths complémentaires? Normalement, l'aspect maths, enfin, il vaut mieux faire l'aspect maths.
Bon, bah écoutez, de toute façon, il y a encore pas mal de questions. On va essayer d'y répondre individuellement. Et de toute façon, on refera un webinaire ensemble, Caroline, parce que toutes nos associations d'Amérique latine ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui. Donc, je vais te remercier grandement Je t'en de prie. ta compétence et puis ta bonne volonté à répondre aux questions malgré ta voix qui te fuit là. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien tenu. Tu as bien tenu. Merci beaucoup. Merci à Catherine pour sa collaboration et puis merci à tous. Donc, nous prenons un prochain rendez-vous dont on vous donnera la date via nos e-group et nos différents canaux d'information. Merci à tous. Merci beaucoup à toutes les deux et très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.